Bonjour à tous, je suis heureux de vous accueillir chez moi. On est ici en Haute-Loire, au Puy-en-Velay, pour ce Facebook Live dans lequel on va essayer de balayer ensemble toute une série de questions que vous m'avez adressées. Je vais essayer de répondre au plus grand nombre et qu'on puisse avoir un échange pendant cette période, 45 minutes je pense à peu près, qui nous permettront d'échanger. Je commence par une question de Paul de Seine-Saint-Denis. Bonjour Monsieur Wauquiez, j'ai entendu parler du printemps des Républicains. C'est quoi? Et où en sont les Républicains au bout de 6 mois? Le printemps des Républicains, c'est une initiative que j'ai voulu lancer avec toute l'équipe, qui consiste, pendant la totalité du week-end, à aller à la rencontre des Français. Des débats partout, des échanges, des témoignages aussi de Français qui viennent témoigner sur leur vie quotidienne, ce qu'ils vivent, leurs attentes. Pourquoi est-ce qu'on a voulu faire ça? Ça fait 1 an qu'Emmanuel Macron a été élu. Et les Français ont voulu, et c'était normal, lui faire confiance. Au début, lui laisser sa chance. Mais au bout d'1 mois, au bout de 6 mois, au bout de maintenant 1 an, on a de plus en plus de Français qui s'interrogent, qui voient que pas mal de caps qui sont choisis ne correspondent pas à ce qu'ils attendaient, qui expriment des inquiétudes et qui surtout ont le sentiment de ne pas être écoutés. Ce que j'ai voulu pendant cette action du printemps des Républicains, c'est que nous, on porte leur voix. Sur des thèmes qu'on retrouvera d'ailleurs dans les questions que vous m'avez posées. La question du pouvoir d'achat. La justice de ce qui est en ce moment mené, notamment par rapport aux retraités. Les interrogations sur les sujets de laïcité, de communautarisme. L'inquiétude sur les préoccupations sur le terrorisme. Sur toutes ces questions fondamentales, le sentiment qu'on a de plus en plus au bout d'1 an, c'est qu'Emmanuel Macron ne les traite pas vraiment. Et c'est pour ça que ce printemps des Républicains, c'est l'occasion de faire entendre la voix qui est la nôtre, de notre famille politique. Mon sujet, je veux bien que vous le compreniez, c'est pas d'être dans une opposition systématique. Je laisse ça à Mélenchon ou Marine Le Pen qui sont dans la caricature et l'excès. Nous, à chaque fois que des choses vont dans la bonne direction, comme par exemple la réforme de la SNCF, j'ai toujours voulu, pendant ces 6 mois à la tête des Républicains, que nous puissions les soutenir. Mais je ne veux pas rester silencieux quand j'ai le sentiment que les sujets majeurs de notre pays ne sont pas traités. Et pour moi, il y a 2 sujets majeurs. Le pouvoir d'achat. Qu'est-ce qui reste aux classes moyennes? Comment est-ce que dans notre pays, on assomme ou non les gens par le poids des impôts et de la fiscalité? Ce qui est pour moi vraiment le premier sujet majeur, qui est absolument pas traité par Emmanuel Macron. Record cette année des impôts en France. Et puis le deuxième sujet, c'est le régalien. C'est la gestion de l'intégrisme islamiste. C'est la gestion du communautarisme. C'est la question de la sécurité. Et sur tous ces thèmes, ce qu'on voit, c'est que là aussi, il n'y a pas de travail qui est fait. Il n'y a pas de sursaut, il n'y a pas de lucidité par rapport au combat qu'on a à mener. Le printemps des Républicains, c'est le retour de cette parole, simple, mais très claire, nette. Défendre les valeurs auxquelles on tient. Et au fond, défendre surtout ce qu'est notre conception de la France. Et j'y reviendrai parce qu'il y a d'autres questions qui portent là-dessus. Une question de Yves. Que pensez-vous du prix des carburants? Niveau très élevé, et surtout le silence des médias sur ce sujet. 1,55 € pour le gasoil. Le trajet pour le travail fait mal au portefeuille et donc finalement un manque à gagner à la fin du mois. Et je ne parle pas du fioul domestique. Merci à Yves. Je suis comme lui très frappé de voir que les médias passent totalement ce sujet sous silence. J'ai fait récemment avec Fabien Di Filippo, un jeune élu de notre famille que j'aime beaucoup, un déplacement en Meurthe-et-Moselle. On est allé discuter notamment dans une maison de retraite aux côtés des aides-soignantes qui sont des gens d'un dévouement assez extraordinaire. Ce n'est pas des gros salaires. Et ce que quasiment la totalité des équipes qui étaient là me disaient, c'est « Monsieur Wauquiez, nous, on travaille à 20 km d'ici, 30 km d'ici. Il n'y a pas de métro, chaque jour on prend notre voiture. Et ce qu'on a constaté, c'est l'explosion de notre facture de carburant. Pourquoi est-ce que ça a explosé? Parce que le président de la République a décidé d'augmenter les taxes. Ah, les médias en parlent très peu, mais il faut quand même le dire, et le dire clairement.
le choix qu'il a fait, c'est de prendre dans la poche des Français, et très fortement, autant que François Hollande sur le début de son quinquennat. Le résultat, c'est quoi à l'arrivée? C'est qu'effectivement, le prix de l'essence a explosé, et qu'il a très fortement augmenté, et que ça n'est que le début. Parce qu'ils ont prévu chaque année d'augmenter un peu plus la taxe sur le gasoil. Il s'est déjà décidé. On a essayé de faire un calcul pour un couple moyen qui va travailler à peu près à 30 km de chez lui et qui se chauffe au fioul, comme est la question de Yves. On peut penser que dans 5 ans, la perte de pouvoir d'achat sera de 500 à 600 euros. Pour des ménages qui parfois gagnent 1300, 1500 euros. C'est n'importe quoi. Et surtout, ce qui m'inquiète, c'est que tout ça est fait dans le silence et la complicité la plus absolue de tous les commentateurs. Cette question, je veux que les Républicains puissent la poser. Et je veux que nous, on soit précisément la famille qui porte ça, parce que personne d'autre n'en parle. Vous n'entendrez pas les autres aborder ce sujet. Pour moi, ça fait partie des préoccupations que précisément je veux qu'on puisse remettre au premier plan. Et vous savez, en réalité, derrière l'essence, c'est des choses plus profondes. C'est quelle reconnaissance pour tous ceux qui travaillent chaque matin. C'est aussi, qu'est-ce qu'on a comme conception de la France? Est-ce que ce qu'on dit aux Français, vous n'avez qu'à prendre le métro, comme Marie-Antoinette disait, acheter des brioches? Ou est-ce que, dans la façon dont on construit notre pays, on comprend profondément que oui, il y a des gens qui sont parfois modestes, qui vont travailler loin de chez eux, et pour lesquels la facture d'essence, c'est pas anodin. Ce sujet, pour moi, il est très révélateur de la coupure entre toute une partie des journalistes, toute une partie des commentateurs, toute une partie de la classe politique et la réalité du pays. Vous me connaissez, moi, le choix que j'ai fait, c'est précisément de porter ces thèmes, de se battre pour qu'on puisse les mettre sur le devant de la scène, parce que personne d'autre le fait, et parce que c'est exactement symbolique de toute la façon dont fonctionne en ce moment la politique et les médias, avec une coupure extrêmement importante par rapport au réel. J'ai une question de Jean du Cantal, qui est très claire et que j'ai précisément voulu prendre. Et puis ça me permet aussi de saluer les gens du Cantal. J'étais dans le Cantal la semaine dernière. Bonjour Laurent. Ma question. La politique de l'actuel président et du gouvernement est clairement à droite. Eh bien, je ne le crois pas, Jean. Et je dois une réponse là-dessus qui soit tout à fait franche. Non, la politique du président n'est pas à droite. Je vais prendre 2 exemples très simples. Cette année, il a augmenté la dépense publique, très fortement. C'est même, depuis 5 ans de mémoire, avec l'analyse de la Cour des comptes, une des années où la dépense publique a le plus augmenté. Aucune économie n'a été faite. Et ça a été très clairement établi dans le rapport de la Cour des comptes. La dette a explosé. Le résultat, c'est que c'est vous qui payez. Et que pour ceux qui ont fait leur déclaration d'impôt récemment, pour ceux qui ont regardé le poids de la CSG, pour ceux qui avaient des aides familiales, pour ceux qui regardent leur livret A ou l'assurance vie, pour ceux qui ont regardé l'explosion du prix de l'essence, tout a augmenté. Et on a pris dans votre poche. Non, on n'est pas à droite quand on augmente la CSG. On n'est pas à droite quand on augmente les impôts. On n'est pas à droite quand on ne fait rien sur la dépense publique. Deuxième chose, et on en reparlera. Jamais notre pays n'a accueilli autant d'immigrés depuis plus de 30 ans. 260 000 titres de séjour. Il n'y a aucun effort qui est fait pour réguler l'immigration. La réalité, c'est que la loi qui vient d'être votée a encore ouvert un peu plus le regroupement familial en permettant à des mineurs qui sont chez nous, non seulement de faire venir leurs parents, mais aussi leurs frères et sœurs. On n'est pas à droite quand on fait ça. Ce n'est pas une politique de droite, parce que c'est une politique qui continue à être dans le même aveuglement. Quand le président de la République dit dans les quartiers, il ne faut pas que ce soit les mâles blancs qui expliquent ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui justifie au juste comme discours? C'est la même chose que quand il parlait de la colonisation comme un crime contre l'humanité en Algérie. C'est la même chose que quand il disait qu'il n'y a pas de culture française. Non, ce président n'est pas de droite.
il peut faire illusion, il peut parfois envoyer des cartes postales ou faire de la communication, mais quand vous regardez la réalité de ce qui est fait dans le pays, ça n'est pas une politique de droite. Ou alors, si je peux me permettre, c'est sans doute parce qu'on a oublié depuis trop longtemps ce que c'était qu'être de droite. Vous le savez, c'est précisément la bataille que j'essaye de porter. C'est redonner à la droite sa fierté, qu'on assume à nouveau nos idées, ce que nous sommes, et qu'on le fasse au grand jour, sereinement, tranquillement, sans se laisser dicter ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Voilà, c'est ça ce que je veux qu'on porte. J'ai une question de Nicole, qui est précisément dans le prolongement un petit peu du débat qu'on vient d'avoir. Qu'est-ce que vous comptez faire pour arrêter le flux des migrants en France? Situation très inquiétante. Oui, Nicole, c'est une situation très inquiétante. C'est une situation très inquiétante parce qu'au fond, et si on regarde notre pays, on a une situation économique qui est quand même pas si facile que ça. On a du mal à intégrer ceux qui viennent chez nous. Et donc, logiquement, ce serait le bon sens, on devrait réduire de façon très importante le nombre d'étrangers qu'on accueille chaque année. Eh bien, on fait exactement l'inverse. Ce qu'on fait au contraire depuis l'élection d'Emmanuel Macron, c'est qu'on accueille sans cesse plus d'étrangers sur notre territoire. Et qu'on est en train de créer des bombes à retardement avec des quartiers qui petit à petit se sont ethnicisés et dans lesquels les habitants eux-mêmes disent « Stop, c'est plus possible ». J'ai fait un déplacement à Rieux-la-Pape où une famille marocaine est venue me voir. J'étais avec le maire, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, Alexandre Vincent-Day, qui est quelqu'un qui se bat. Ils m'ont dit une chose qui est très simple, c'est il faut que vous fassiez revenir des familles qui soient des familles françaises dans le quartier pour qu'il y ait de la diversité à l'école, parce que sinon nos enfants n'auront aucune chance de réussir. C'est eux-mêmes qui le disent. On est allé beaucoup trop loin. On a laissé petit à petit s'installer un système dans lequel on ne contrôle plus rien. La France ne décide plus qui vient dans notre pays. C'est les passeurs qui décident. Et c'est un des grands échecs de l'Europe. Alors qu'est-ce qu'on propose? On a travaillé sur cette question depuis 6 mois avec les Républicains. Avec toute une série de propositions très précises. On a travaillé dessus avec des gens comme Annie Genevard, Éric Ciotti, Guillaume Larrivé, François-Noël Buffet. Tous ceux qui sont sans doute aujourd'hui parmi les meilleurs spécialistes du sujet dans notre pays. D'abord, la première chose qu'on propose, c'est qu'il faut qu'on arrête la prime aux clandestins. Quand quelqu'un est venu dans notre pays de façon irrégulière, il faut qu'il ne puisse plus jamais avoir de régularisation. Parce qu'aujourd'hui, il faut le savoir, quelqu'un qui est venu de façon irrégulière en France, dans 96% des cas, ne sera jamais reconduit à la frontière. Ça veut dire qu'on ne contrôle plus rien. Donc première règle, c'est celle qui a été adoptée en Australie. Vous venez chez nous de façon irrégulière, de façon clandestine, vous n'aurez jamais accès à un titre de séjour et il n'y aura jamais de régularisation. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on se fixe des règles et que chaque année, on définisse des plafonds maximum au-delà desquels on dise on n'ira pas plus loin et à partir de ce nombre-là, il n'y aura plus de titres de séjour qui seront délivrés cette année. J'estime qu'il faut au moins diviser par 2 le nombre de titres de séjour qui aujourd'hui sont délivrés. Comment le faire? Aujourd'hui, le regroupement familial a été complètement contourné. Et on a un regroupement familial où en fait, quelqu'un vient en éclaireur dans notre pays et puis après, on fait venir toute la famille pour des questions qui n'ont plus rien à voir avec le travail, parfois parce que le système social est très généreux, parfois parce que ça permet de se faire soigner, et au fond, on a complètement contourné nos règles juridiques. Je veux qu'on refixe des règles simples. Quand vous arrivez dans notre pays, vous ne pouvez pas faire venir toute votre famille automatiquement. Il n'y a pas un droit à faire venir toute sa famille dans notre pays. Il faut qu'on ait les moyens de faire vivre sa famille, il faut qu'on ait un appartement, il faut qu'on maîtrise parfaitement le français, tout le monde, il faut qu'on soit là depuis un certain temps, et donc on n'ouvre pas les vannes du regroupement familial comme ça automatiquement. Je veux qu'on revienne et qu'on remette en cause le regroupement familial parce qu'aujourd'hui, il est complètement détourné. Quatrième sujet, la question du droit du sol. Vous le savez, on en avait parlé ensemble. Je suis allé à Mayotte voir ce qui se passait. À Mayotte, vous avez des clandestins qui arrivent
juste pour que ensuite leurs enfants puissent acquérir automatiquement le droit du sol en débarquant sur le sol français. Et on se retrouve avec une île qui est aujourd'hui submergée et où le droit du sol est complètement contourné. Le droit du sol, ça ne peut pas être ça. Et il faut qu'on arrête de donner la nationalité française à des enfants si leurs parents sont arrivés de façon irrégulière dans notre pays. Parce que sinon, là encore, c'est toujours le même système, c'est la prime aux clandestins et la prime à ceux qui arrivent de façon irrégulière sur notre territoire. Et puis enfin, je pense qu'il faut qu'on puisse mener une politique qui soit enfin une politique de retour à la fermeté, notamment sur ceux qui sont irrégulièrement en France. On a à peu près, si on reprend les chiffres, aujourd'hui au moins 300 000 clandestins qui sont dans notre pays. Il faut qu'il y ait une expulsion là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, on ne s'occupe pas bien de ceux qui sont arrivés régulièrement et on donne une prime à ceux qui sont arrivés irrégulièrement. L'aide médicale d'État est complètement représentative de ça. On offre l'accès à notre système de soins gratuitement à des gens qui n'ont même pas cotisé, qui sont arrivés de façon irrégulière. On ne peut pas continuer comme ça. Et puis enfin, je pense qu'il faut qu'on reprenne la maîtrise d'un discours qui, à un moment, avait fait la fierté de notre pays. Vous savez, je me souviens d'un échange que j'avais eu à Belfort avec quelqu'un qui venait d'Algérie et dont le père avait combattu aux côtés de l'armée française pour libérer au moment de la Seconde Guerre mondiale notre pays. Qui était arrivé dans notre pays, qui avait combattu et qui s'était arrêté à Belfort où il était tombé amoureux d'une Française. Et le témoignage de son fils était poignant. Il était devenu élu municipal à Belfort, il avait travaillé, élevé ses enfants, et il m'avait dit, vous savez, ce que nous disait mon père matin, midi et soir, c'est tu dois devenir plus français que les Français. Et ça, c'est la fierté de ce qu'était l'intégration française. Aujourd'hui, le sentiment trop souvent que j'ai, c'est qu'on a accepté nous-mêmes qu'on puisse venir chez nous sans respecter notre mode de vie. Et ça, je pense que c'est une profonde erreur. On a laissé la laïcité être mise en cause. Et donc, il faut reprendre la main. Et dire clairement, quand on vit en France, il faut qu'on respecte ce que sont les règles de notre pays, son mode de vie, et qu'on ait à cœur de s'y adapter. Vous savez, il y a cette phrase de l'Antiquité latine que j'aime bien, « Quand tu vis à Rome, tu t'habilles comme les Romains ». Ben ça, c'est ce que j'attends. Ce qui veut dire que pour moi, quand un étranger professe la haine de la France, il doit immédiatement être expulsé. Alors regardez le contraste ahurissant qu'on a aujourd'hui. En Autriche, ils ont décidé d'expulser 100 imams, qui étaient des imams intégristes. Et nous, à l'inverse, qu'est-ce qu'on vient de découvrir? Qu'on a donné le droit d'asile à un des cadres combattants de Daesh qui était venu en France et auquel gentiment notre système avait donné le droit d'asile et de réfugié politique. Mais on marche sur la tête. On marche sur la tête. Et je sais très bien qu'en plus, on n'a même pas le droit de dire ça dans notre pays. Bien, je le dis parce que je le pense. Et je le dis parce que j'en ai assez qu'on se voile les yeux et qu'on arrête de regarder la réalité en face. Voilà, ni plus ni moins, une politique ferme, mais il est grand temps de reprendre la main. Parce que oui, la situation actuelle est très inquiétante. Et je ne sens en aucun cas une détermination d'Emmanuel Macron. Aucune de ces mesures, qui sont pourtant de bon sens, n'a été reprise. Mais il faut continuer à se battre. La question de Françoise, qui est sur précisément les questions qu'on a abordées, droit du sol, double nationalité. Françoise, vous l'avez compris, ma détermination, elle est totale sur ces questions. J'ai une question d'Agathe, un peu plus légère. Qu'est-ce que vous voudriez faire et que vous n'avez pas le temps de faire? Agathe, hier, mon fils passait un examen d'anglais. Pour lui, c'était important. Et moi, j'étais dans la Drôme. Ben, c'est ça ce que j'ai pas le temps de faire. Et ça, j'ai pas aimé. Parce que pour lui, c'était un examen important et j'aurais dû être là. Parfois, dans mon engagement politique, ce qui est dur, c'est que j'ai amené à m'occuper beaucoup des autres et que de temps en temps, les miens me disent « On aimerait bien aussi que tu t'occupes un peu de nous ». J'essaye d'être très attentif là-dessus, parce que pour moi, ça compte. Et puis, ils grandissent à toute allure. Donc, ça fait partie des sujets sur lesquels j'essaye de faire attention. Mais oui, clairement, ce que je n'ai pas le temps de faire, c'est ça. Je pourrais parler de plein d'autres choses.
j'aime courir à pied, je cours pas assez, j'adore lire, je lis pas assez, mais tout ça c'est anecdotique. En revanche ça, j'aime pas. Et j'essaye de faire très attention, mais par exemple hier j'y suis pas arrivé. Voilà, c'est un exemple de ce que j'arrive pas à faire. Jonathan, que pensez-vous du tract distribué ce week-end lors du Printemps des Républicains pour que la France reste la France? Jonathan, je vais être très simple. Ce tract et cette phrase, je l'ai choisi. Je l'ai choisi moi-même. On l'a partagé avec notre équipe et je l'assume totalement. Parce que je pense que c'est une question essentielle. Au fond, le débat politique est devenu tellement aseptisé qu'on a maintenant des politiques qui ne disent plus rien et qui se sont complètement déconnectés de la réalité. J'ai été ahuri de voir que cette phrase a généré un débat et même une polémique. C'est pourtant une question que beaucoup de Français se posent. Où en est l'identité de notre pays? Est-ce qu'on va continuer à assister en silence au fait que notre pays change de nature? Est-ce qu'on va continuer à accepter qu'une minorité dicte sa loi à la majorité? Est-ce qu'on va laisser petit à petit notre pays se faire gangréner par les revendications de l'intégrisme islamiste? Ces questions-là, moi je vois bien que les Français, ça les hante. Et ils ne sont pas racistes pour autant. Ils n'ont juste pas envie que leur pays change. Alors oui, je continuerai à le dire. Et je n'ai pas du tout l'intention de baisser pavillon sur cette question. Parce que pour moi, c'est la question centrale. La question centrale, c'est celle-là, c'est celle des valeurs, c'est celle de l'avenir qu'on veut pour notre pays. C'est ce qu'on lui propose. Et donc, je ne vais pas laisser quelques bons esprits nous expliquer qu'on n'a pas le droit d'en parler, qu'on n'a pas le droit de le dire, que c'est des thèmes tabous. Ah bon? François Mitterrand, lui, en parlait dans les années 80. Le général de Gaulle en parlait. Et pourtant, les problèmes à leur époque étaient beaucoup moins durs que les problèmes qu'on a aujourd'hui. Ne vous laissez pas dicter ce que vous avez le droit de dire et ce que vous n'avez pas le droit de penser. Ce qui compte, c'est la droiture, la constance, la colonne vertébrale. Sur ce sujet, je ne lâcherai rien. J'ai une question de Jérôme. Quel est votre meilleur souvenir en politique? C'est ici, Jérôme. C'est le Puy-en-Velay, c'est ma ville. C'est ces années où j'ai été maire. J'adore ma ville. Vous le savez, ça m'est parfois reproché même. C'est une petite ville. Elle fait 20 000 habitants, dans un département qui est la Haute-Loire, au sud de ma région, Auvergne-Rhône-Alpes. Et j'ai adoré m'occuper de ma ville. J'ai adoré me battre pour petit à petit essayer de réinstaller des emplois. Parce que ça faisait des années que chez nous, on n'avait pas installé de nouvelles entreprises. On a réussi à installer, par exemple, un groupe qui était lié à Hermès, ici, chez nous, qui a donné de l'emploi à 300 familles. J'ai adoré me battre pour réhabiliter la ville petit à petit. C'était une ville qui perdait de la population, et puis elle en a gagné. Et petit à petit, la ville, maintenant, regagne des habitants. On s'est battu pour réaliser des grands projets. Par exemple, l'éclairage de nuit de la ville, qui est devenu magnifique. On s'est inspiré de Chartres, je dois bien l'avouer, et qui draine des touristes maintenant chaque soir pendant la période d'été. Et venez voir, c'est magnifique. On est sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y a une cathédrale qui est superbe. Les gens partent le matin comme ça sur les chemins en direction de l'Espagne. Il y a une belle ambiance. C'est une ville qui est à la fois auvergnate et occitane. On a réhabilité les maisons en essayant de mettre en valeur les façades qui sont des façades de couleurs différentes. On a porté des projets sur lesquels j'ai beaucoup aimé me battre, qui étaient l'apprentissage de la lecture pour les enfants, en essayant de remettre des méthodes qui étaient des méthodes où on mesurait les progrès de chaque enfant. Voilà, c'est tout ça ce que j'ai aimé. Et vous savez, ça fait partie de ces petits bouts de territoire qui parfois dans le débat parisien sont oubliés et qui pourtant ont plein d'atouts. Il faut juste un peu veiller sur eux. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé ça. C'est sans doute mon meilleur souvenir en politique. J'ai une question des Républicains de la Roque d'Antéon. Bouches-du-Rhône.
qui est un territoire que je connais bien, dans lequel je vais de temps en temps. Pour tout vous dire, j'ai ma belle famille qui habite pas très loin. Êtes-vous favorable à des alliances En Marche, les Républicains, lors des prochaines municipales? C'est hors de question. C'est hors de question parce que précisément, moi, je n'aime pas ces petites alliances, ces petites tambouilles, où on s'entend sur le dos des Français et des électeurs pour surtout se partager le pouvoir. C'est toute la comédie que je déteste. Et je pense que ce qui a tué les Républicains, c'est qu'au fond, on a fini par se définir en fonction du Front National, en fonction des socialistes, en fonction d'En Marche. Moi, je porte nos couleurs. Et donc, je veux qu'on ait des candidats partout. Prenons un exemple très simple. Macron augmente les impôts. En Marche ne fait pas d'économie sur la dépense publique. Moi, je veux au contraire que nos candidats aux municipales, eux, ils portent un programme dans lequel ils s'engagent à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation d'impôts. Quand je vous dis ça, est-ce que vous pouvez me croire? Je suis président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Plus de 8 millions d'habitants. Dans ma région, en 2 ans, on a fait le plus grand programme de lutte contre le gaspillage de l'argent public qui ait jamais été fait dans une collectivité française. On est la seule région fusionnée à avoir été capable de baisser à ce point-là les frais de fonctionnement administratifs. Et aujourd'hui, on est classé comme la collectivité la mieux gérée, et même on est classé devant l'État. Et bien ça, pour moi, ça fait partie d'une même constance, la colonne vertébrale. Vous le savez, j'ai quelques repères simples. Avoir le courage de dire les choses, le bon sens de la colonne vertébrale. Et donc ne comptez pas sur moi pour qu'on fasse ces petites alliances d'arrière-boutique, on se partage le pouvoir, et où à l'arrivée, on fait l'inverse de ce qu'on a dit. Ça, c'est ce qui a tué la droite. Pourquoi est-ce qu'on vous a déçu? Parce qu'on disait beaucoup et qu'on ne faisait pas grand-chose. Et parce qu'on cherchait à plaire à tout le monde. À dire à chacun ce qu'il avait envie d'entendre. La nouvelle droite que je veux rebâtir, des repères clairs, une boussole. Parfois il y a la tempête, parfois il y a les grosses vagues, mais on tient le cap. On ne change pas, on ne dévie pas. Ça peut prendre du temps à réimposer. Mais c'est le seul chemin qui ait du sens. Le reste, c'est la tambouille politicienne. J'ai une question de Sarah de Seine-Saint-Denis. J'ai vu que vous étiez en Irak cette semaine. Pouvez-vous nous raconter votre voyage? Sarah, c'était un déplacement qui était très dur. J'ai voulu aller en Irak pour 2 raisons. D'abord, Daesh est né en Irak. Et au fond, en Irak, c'est l'autre bout du combat que nous, on mène aussi en France. Contre ceux qui professent la haine de l'autre et qui portent un message intégriste de l'islam. La deuxième raison pour laquelle j'ai voulu aller en Irak, c'est parce que j'ai voulu aller voir les Kurdes, qui ont été nos alliés, qui ont arrêté Daesh à 20 km d'Erbil et qui ont permis d'organiser le reflux de l'État islamique et que depuis on a abandonné. J'ai voulu aller en Irak parce que je voulais aller voir les minorités chrétiennes, voir quelle était leur situation, voir ce qui s'était passé. Ce que j'ai vu était terrible. À Mossoul, vous avez des quartiers entiers qui sont juste des champs de ruines, dans lesquels j'ai échangé avec des habitants qui avaient tout perdu, des familles chrétiennes, dans lesquelles les maris ont été décapités, et où les combattants de Daesh donnaient les têtes à des gamins de 10 ans pour jouer au football. J'ai passé à côté d'une place qui était au cœur de la vieille ville, dans laquelle 3000 personnes ont été tuées et décapitées, qui était la place des tortures. J'ai vu dans les maisons de Mossoul ces insignes qui avaient été apposés pour indiquer les maisons chrétiennes, qui étaient celles qu'il fallait détruire et brûler. On est allé voir les restes d'une des églises les plus anciennes d'Irak et du Moyen-Orient, qui avait été détruite de façon systématique en martelant toutes les représentations de la croix et des saints. J'ai échangé aussi, et ça a été sans doute un des moments les plus durs, avec des femmes yézidis, qui est une autre minorité présente en Irak, dont les maris avaient été tués, qui avaient été ensuite kidnappés, et qui étaient échangés de combattants de Daesh en combattants de Daesh. L'une d'entre elles, pendant 3 ans, a vécu le calvaire. Et quand on l'a interrogée, elle a dit « Ne me posez pas de questions, c'est trop douloureux ». Elle a été vendue plus de 6 fois, jusqu'à ce que son père arrive à la racheter en payant 10 000 $ à ces barbares. C'est les mêmes qu'on combat chez nous.
Et ce qui m'a frappé le plus, c'est quand j'étais à Erbil et que j'ai discuté avec un prêtre orthodoxe qui avait tout perdu dans le combat de Mossoul et qui, à la fin de l'échange, m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Vous, là-bas, ne vous aveuglez pas. Ne vous trompez pas sur ceux que vous avez à combattre. Parce qu'ils iront jusqu'au bout pour vous détruire. Nous, on était les habitants d'Irak. Et maintenant, ils nous ont expliqué qu'on était les étrangers et qu'on devait quitter notre pays. Ne vous trompez pas, c'est le même combat. Et défendre les minorités chrétiennes en Irak, c'est défendre aussi notre pays. Se battre aux côtés des Kurdes, c'est se battre contre Daesh. C'est le même ennemi. Ce que j'ai vu en Irak, c'est la violence profonde de ce qu'est Daesh. Et ça, j'aimerais bien qu'on ne l'oublie jamais. J'ai une question de Pierre qui nous ramène en France. Quel événement vous a marqué cette année? Je ne sais pas, Pierre, si c'est un événement dont vous avez entendu parler, mais ça a été un drame qui a beaucoup marqué les gens chez moi à Lyon, qui a été le drame de Marin. Marin, c'est un jeune étudiant qui était plein d'avenir, plein de joie, brillant, qui, un soir, à côté de la Part-Dieu, voit un couple qui s'embrasse dans la rue et un petit malfrat qui vient les prendre à partie violemment en leur disant « s'embrasse pas dans la rue ». Marin s'interpose pour protéger le couple. Ensuite, il monte dans le bus et précisément, l'autre prend une énorme canne et lui tape par derrière sur la nuque 4 fois. Marin tombe à terre dans le coma. À ce moment-là, sa vie a basculé. Juste parce qu'il a eu le courage de défendre ce qu'étaient tranquillement nos valeurs et des valeurs de respect, face à quelqu'un qui, lui, cherchait à imposer sa loi. Marin a sa mère qui travaille à la région. Elle a vécu le calvaire, parce qu'au début, on n'était pas sûr qu'il arriverait à s'en sortir. Aujourd'hui, Marin est sorti du coma. Petit à petit, il fait un gigantesque programme de rééducation pour reprendre la vie. C'est un fan des Verts. Et les Verts de Saint-Étienne, avec la générosité qu'on leur connaît, lui ont rendu hommage avec un match qui lui a été consacré. Il y a eu le procès de celui qui a ainsi fait basculer sa vie. Et Marin a quand même eu une phrase poignante. Le Marin que j'étais avant, celui-là, il ne reviendra pas. Marin, il fait partie de ceux qui ont le courage de ne pas se soumettre. Simplement. Pour moi, d'une certaine manière, c'est comme le colonel Beltrame. C'est ceux qui disent stop, ça suffit. Ça suffit de baisser le regard, ça suffit de se soumettre. Ça suffit de céder par rapport à la violence ordinaire qui s'est installée dans nos villes. J'aime bien ce qu'incarne au fond ce geste de résistance. Mais je ne veux pas non plus oublier la souffrance qu'il y a derrière. Parce que quand on entend ce qu'il dit avec beaucoup de simplicité, avec les mots qui sont les siens, on ne peut pas rester indifférent. C'est l'événement qui m'a marqué. J'ai enfin 2 dernières questions. Une question de Louise, de Haute-Marne. Trouvez-vous normal qu'après une vie d'effort et de travail, les retraités subissent l'acharnement d'Emmanuel Macron avec la hausse de la CSG? Louise, vous le savez, notre famille a été une des premières à porter ce sujet. Parce que le gouvernement avait menti. Parce que, je m'en souviens très bien, dans une interview du Point, Emmanuel Macron avait dit « Seuls les retraités les plus aisés payeront ». Un couple de retraités qui a 1 300 € de retraite a vu sa CSG augmenter avec des pertes de revenus qui peuvent aller jusqu'à 150 €. Est-ce que c'est normal? Emmanuel Macron, avec presque du mépris et de la morgue, a dit « oui, je vous ai fait les poches, merci ». Mais merci de quoi? Les retraités, eux, lui disent pas merci. Et je n'accepte pas la façon dont il a parlé des retraités, comme si c'était des privilégiés. Les retraités ont travaillé toute leur vie, souvent dans des conditions plus difficiles que celles de notre génération, avec des heures de travail qui étaient beaucoup plus intenses, beaucoup plus dures, en élevant leurs enfants. Les retraités ne sont pas des égoïstes. Bien souvent, la seule chose qu'ils demandent, c'est que plutôt que ce soit l'État qui leur prenne leur argent, qu'ils puissent aider leurs enfants et leurs petits-enfants à démarrer dans la vie. Mais ça, le président de la République ne le comprend pas. Et
pour moi, c'est très révélateur de ce qu'est sa politique. On supprime certains impôts pour les plus riches, mais en revanche, on augmente la CSG pour les retraités. Et il n'y a aucun geste sur l'impôt sur le revenu pour les classes moyennes. Pour moi, c'est ça qui ne va pas. C'est fondamentalement déséquilibré. Et c'est cette politique que je ne peux pas accepter. Et vous l'avez compris, cette question-là, pour moi, c'est une question aussi du rapport et du respect pour les générations. On ne peut pas traiter comme on le fait aujourd'hui les retraités. Vous savez ce qu'est le prix d'une maison de retraite? Aujourd'hui, en comptant plus ou moins les aides, vous allez avoir des maisons de retraite qui sont à 2 000, 3 000 euros par mois. Qui peut se le payer? Chez moi, dans un département comme la Haute-Loire, la retraite moyenne est aux alentours de 900 euros. J'ai des gens qui ont des retraites beaucoup plus petites. Et le seul geste de reconnaissance du gouvernement qu'ils ont reçu, c'est l'augmentation de la CSG. Ce n'est pas ma conception de la France. La dernière question, elle est plus légère. C'est une question de Antoine des Hautes-Pyrénées. Allez-vous suivre le Tour de France? Bon, bah, moi j'adore ça. Pour être plus précis, c'est mon fils d'ailleurs, qui est un expert absolu du Tour de France. Il suit tout ça depuis qu'il est tout petit. Il connaît les moindres coureurs. Son coureur favori, c'est Froome, parce qu'il trouve qu'il a du tempérament et de la niaque. Récemment, en Haute-Loire, on a accueilli Bernard Hinault, qui est juste un type génial, qui a une énergie pas possible, qui garde cette espèce de flamme, de baroudeur, et qui me disait, le Tour de France, beaucoup trop, ils sont beaucoup trop sages, beaucoup trop silencieux, ça manque de caractère. Moi, j'aime bien quelqu'un comme Sagan, qui est précisément un baroudeur, qui est quelqu'un qui fonce, réfléchit pas trop, côté un peu grande gueule, que j'aime bien. Et évidemment, en Haute-Loire, on est un peu chauvin, et notre champion, c'est Romain Bardet. J'espère vraiment, c'est un beau Tour de France pour lui, il est vraiment fait pour lui. On a des contre-la-montre qui sont bien limités et qui doivent lui permettre de jouer sa partition. J'essaierai d'aller suivre quelques étapes, on a beaucoup d'étapes dans la région, en Auvergne-Rhône-Alpes. On a notamment une qui m'attire bien, c'est celle qui va passer en Haute-Savoie par le plateau des Glières, et où pour la première fois, l'équipe du Tour de France a décidé de faire passer le peloton en partie sur des chemins qui ne sont pas goudronnés. Ce qu'ils veulent voir, c'est si on arrive à sortir un peu des sentiers battus et faire passer le Tour de France dans d'autres endroits. Le plateau des Glières, pour ceux qui connaissent, c'est un paysage magnifique. Et c'est surtout un morceau de l'histoire de France avec la résistance des maquis. Moi, c'est ce que j'aime dans le Tour de France. Nos racines, nos paysages, l'effort des sportifs, j'aime bien ça. Donc oui, bien sûr, je serai sur les étapes du Tour de France, comme toujours. Et puis avec les conseils avisés de Baptiste. Merci à tous.